Bonjour à tous, je suis bien heureux de vous retrouver pour ce deuxième interview de Macaya Live. Nous sommes, vous l'aurez compris, dans un endroit champêtre. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir mon cher ami Laurent Bigot, qui est le deuxième intervenant dans notre Macaya Live série, qui est à Arcachon, dont nous sommes sur les terres girondines. Et c'est un vrai plaisir pour moi de l'accueillir ici pour discuter donc, des situations, Dieu sait que nous n'en manquons pas, qui concernent l'Afrique. En particulier, nous allons pour le club O2A faire un petit tour d'horizon en fin d'interview. Mais évidemment, tout au début, cher Laurent, nous allons parler de l'actualité. Donc je tiens à dire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ils sont rares, Laurent Bigot a été sous-directeur de la direction générale Afrique, Océan Indien du ministère des Affaires étrangères pendant 5 années environ, jusqu'à 2017 en tout cas, ou non 2013 pardon, de 2008 à 2013. Et depuis lors, il est resté expert et consultant sur tout ce qui touche l'Afrique, particulièrement, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. Voilà. Laurent, bonjour. Bonjour Alain. Je suis heureux de te voir et sous ce beau soleil et grâce à l'aide de ma chère assistante Salomé qui fait beaucoup pour le club O2A avec moi, nous allons évoquer évidemment les situations que nous connaissons. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons commencer par le sujet du moment qui voit une crise forte et un coup d'État, disons-le, au Niger, qui voit la disparition au pouvoir du président Mohamed Bazoum après bien des pérégrinations qui ont eu lieu ces 48 heures. Donc je voudrais voir comment tu expliques cela. Je sais qu'on a des explications variées et si cette affaire ira jusqu'au bout de l'abandon de pouvoir du président Bazoum, je crois hélas que oui, mais tu vas nous expliquer comment tu analyses le déclenchement de cette affaire. Merci Alain de me donner l'opportunité de parler sur nos terres communes en fait. À Arcachon, nous partageons une histoire bien sûr, ici. Bien sûr, ah oui, et moi de très près parce que ma maison de mes parents était à 100 mètres. Voilà. Alors ce qui se passe au Niger, c'est d'abord la situation n'est pas du tout consolidée. C'est ça qu'il est important de dire au moment où nous parlons. Le coup d'État a été mené par le général Tchiani qui commande la garde présidentielle, probablement au motif que le président Bazoum voulait le remplacer. Alors le général Tchiani a été mis en place par le prédécesseur de Bazoum, le président Issoufou, en 2011. Et depuis lors, il était resté à la tête de la garde présidentielle. Et c'est vrai que ça a été une unité et un général particulièrement choyés par Issoufou. Donc je pense que le déclencheur, c'est la volonté de remplacer. Mais les causes profondes, c'est pas tant la gouvernance de Bazoum, encore qu'il y a des reproches qui puissent lui être faits et qui lui sont faits par les Nigériens. Mais je pense que les causes profondes sont l'héritage de la mauvaise gouvernance qui s'est installée pendant les 10 ans d'Issoufou. Et Tchiani incarne ces 10 ans d'Issoufou. Et en plus, il y a beaucoup de divisions au sein de l'armée. Même si le chef d'état-major a rallié les putschistes, ça a mis du temps, ça a mis près de 24 heures. Et aujourd'hui, si le chef de la junte n'est toujours pas désigné, c'est qu'il n'y a pas de consensus autour de Tchiani. Donc ces divisions-là, cette privatisation de l'appareil d'État, finalement, sont vraiment à l'image de ce qu'a laissé Issoufou en termes de gouvernance, en termes d'héritage moral et politique. Donc il y a vraiment des causes profondes qui sont l'héritage d'Issoufou, l'héritage politique d'Issoufou. Il ne faut pas se tromper là-dessus, parce que je pense que le président Bazoum réussissait peut-être mieux que son prédécesseur. Tout n'était pas parfait. Je pense que l'affichage de sa proximité avec la France lui était reproché. Sa dureté dans les rapports avec la junte malienne lui était également reprochée. Mais globalement, je pense que c'est un président qui faisait peut-être un peu mieux que son prédécesseur. Donc la situation aujourd'hui, elle n'est pas consolidée. Je crains malheureusement que, quelle que soit l'issue, le président Bazoum soit très affaibli. C'est-à-dire que même s'il y avait un rétablissement de l'ordre constitutionnel, hypothèse qui me paraît peu probable à ce stade, sûr, oui. Il serait très affaibli. C'est une véritable gifle pour la CEDEAO et notamment pour le président nigérian qui a pris une position très dure dès le début et qui à ce stade n'a pas réussi à inverser la situation. C'est aussi une gifle pour la France, incontestablement, parce que c'était le pivot de l'opération Barkhane depuis qu'elle s'était redéployée du Mali. Mais aujourd'hui, la situation est toutefois assez préoccupante et le signal adressé à tous les États de la sous-région est aussi préoccupant parce que ça veut dire que désormais l'armée est un acteur politique comme un autre et intervient dans tous les problèmes, blocages et querelles politiques dans le fonctionnement d'un État. Alors merci, donc ça c'est vraiment l'analyse, je crois, incontestable qu'on peut avoir. Tu parlais de la France, parlons aussi du Sahel. Aujourd'hui, c'était un seul point d'équilibre où l'armée française avec Barkhane avait pu se retrouver finalement aux manettes avec les quelques militaires qu'il y a également au Tchad.
Mais aujourd'hui, ce Sahel ne peut pas être considéré comme une terre apaisée, manifestement, et surtout si tous les pays sont sous l'angle d'une junte militaire aujourd'hui, même si ça ne va peut-être pas forcément jusqu'au bout au Niger. Donc, quelles vont être les conséquences, d'après toi, des interventions, d'abord de la France, mais des autres pays? Est-ce que ça va donner la chance? On parle évidemment de la Russie, parce qu'il s'est passé déjà au Mali, au Burkina. Est-ce que ça va être pareil? Est-ce que Wagner va apparaître là? Tu ne le sais peut-être pas, mais enfin, est-ce qu'on peut imaginer qu'après avoir peut-être prévu, comme tu le dis, peut-être cette affaire aurait pu, ce déclenchement aurait pu même se prévoir un peu à l'avance, c'est pas tout à fait le cas, mais un peu quand même. Mais est-ce qu'on va prévoir maintenant aussi l'intervention des Russes ou un rapprochement avec les Russes, notamment dans ce domaine, je parle militaire? Les incidences économiques, on va en parler après. Bah, bien sûr que les Russes. Alors les Russes ne sont pas derrière. Moi, je ne crois pas du tout à cette thèse que les Russes soient derrière ce coup d'État. En revanche, ça va créer un effet d'aubaine. Et on voit bien les déclarations hier de Prigojine qui félicitait le peuple nigérien d'avoir chassé Bazoum, qui était pro-occidental, qui était au service de l'impérialisme occidental. Je crois que c'est l'expression qu'il a utilisée. Donc il y a un effet d'aubaine, ils vont en profiter. Probablement que les militaires qui vont s'installer ou qui sont en train de s'installer vont se rapprocher de la Russie, ça c'est évident. Mais une nouvelle fois, il faut dézoomer la situation. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que la France, avec les armées sahéliennes, lutte contre les groupes armés et que le résultat, c'est un échec. C'est-à-dire que l'insécurité, ça a gagné en termes géographiques, que les succès tactiques, et il y en a eu notamment de l'opération Barkhane, n'ont pas permis d'enrayer la progression des groupes armés, parce que le problème, il est ailleurs. Les groupes armés et l'insécurité, c'est un symptôme. Les problèmes sont ailleurs et le problème fondamental, c'est l'absence de gouvernance ou la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que ce sont des groupes armés qui se développent dans des espaces où les populations sont livrées à elles-mêmes, où l'État ne s'occupe pas des populations. Et donc, ça crée les conditions favorables de progression des groupes armés dans ces espaces-là. Et même parfois de coopération des populations locales avec ces groupes armés. Oui. Parce que soit elles le font sous la contrainte, par la terreur, oui, et c'est ce que fait notamment l'État islamique, mais le JNIM, qui est l'autre grande mouvance djihadiste, elle arrive plutôt à convaincre les populations. D'ailleurs, beaucoup de combattants du JNIM sont des locaux, donc se marient, etc., et prennent en charge les problèmes des populations locales. Donc le fond du problème, c'est que font ces États pour ces populations-là, et si on ne fait qu'une réponse sécuritaire, plus de la même chose produira plus du même résultat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement toute la région sahélienne est hors de contrôle étatique. Mais est-ce que les populations, c'est quand même ce à quoi il faut penser en priorité, vont se trouver plutôt inquiétées que rassurées par le départ des troupes françaises? Alors, là où ici c'est important de remettre en perspective, c'est que si vous allez, notamment le cas du Mali est symptomatique. Au nord du fleuve Niger, au Mali, si vous interrogez les populations, notamment nomades, et en particulier Touareg, elles vous diront qu'avant l'éclatement de cette bulle islamiste, ils subissaient les assauts de l'armée malienne. C'est-à-dire que l'armée malienne a commis des exactions d'une gravité et des atrocités dans ces campements-là. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans les campements, violaient les femmes, tuaient les hommes, pillaient. Donc certains des Touaregs nous disent finalement nous sommes passés d'un enfer à un autre enfer. C'est ça. Donc c'est aussi important de comprendre que ces populations, il n'y a pas eu une dégradation extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vivaient déjà dans des conditions compliquées. Et aujourd'hui ils ont vécu sous le joug de l'armée malienne pendant de nombreuses années depuis l'indépendance. Aujourd'hui ils vivent sous le joug des groupes armés djihadistes. Mais une nouvelle fois, les populations sont d'abord les victimes sur la durée de ces conflits-là. Et personne ne règle les problèmes de ces populations. Et au fond de ces sujets-là, souvent on met en avant le fait qu'il y ait peu ou pas de débouchés économiques, mais il y a un problème qui n'est jamais pris à bras-le-corps et qui est revendiqué par toutes les populations locales, c'est la question de la justice. Aujourd'hui se superposent à cette conquête djihadiste des règlements de comptes liés à des conflits locaux, parce qu'il n'y a plus de justice d'État pour régler ces conflits locaux, notamment les conflits fonciers, entre pasteurs, nomades et agriculteurs sédentaires, et dont les Peuls sont les victimes premières. C'est pour ça que les Peuls ont rejoint en nombre les groupes armés islamistes. Donc c'est vraiment des problèmes d'une grande complexité que le simplisme militaire ne permet pas d'appréhender. Et tant qu'on ne va pas se mettre autour d'une table, et tant que surtout les autorités locales et nationales de ces pays-là ne décident pas de prendre à bras-le-corps ce problème-là, la communauté internationale ne pourra rien faire, elle devra se résoudre à une seule chose et qui est la démonstration depuis 10 ans, son impuissance. Bien, merci. Alors revenons un peu à la fin, on va peut-être parler après de la politique française mais en Afrique, mais aujourd'hui, pour reprendre un peu la main ou pour se rendre utile, disons,
dans ce pays-là ou sur les autres, hein, sur la Guinée, sur le Mali, sur le Burkina, même sur le Tchad aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans une sorte d'accord qui pourrait faire penser à de l'ingérence, ou de l'autre côté, en fermant les yeux, à une certaine complaisance d'accepter pour le bien économique du pays ou le nôtre, disons, d'aller vers cette confrontation des deux tendances et des deux idées. Alors, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir? Ne plus être ingéré, bon ça c'est sûr que tout le monde en est d'accord, mais de là à faire affaire avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition, on ne peut pas le faire non plus. Alors l'ingérence, bon, on a vu, ça ne produit aucun résultat satisfaisant, c'est même contre-productif pour l'image de la France et les intérêts de la France. Donc j'espère que désormais la France a compris, et d'ailleurs la communauté internationale, parce que si on sort du continent africain, on a vu la catastrophe afghane, c'est-à-dire que 10 ans d'opérations militaires et de déversement de centaines de milliards de dollars n'y ont rien fait. Donc ça, il faut le comprendre. Et il faut surtout que la prétention occidentale à croire qu'elle peut régler tous les problèmes, cette prétention soit abandonnée. Maintenant, avec qui nous développons des partenariats? Alors c'est vrai que la France et l'Occident en général prétend avoir des valeurs. Mais il faut aussi que nous soyons cohérents, c'est-à-dire que moi je partage avec toi l'idée qu'on ne peut pas avoir des partenariats avec tout le monde. Mais comment se fait-il qu'on en ait déjà avec des pays qui ne partagent pas nos valeurs? Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Chine. Exactement. Donc, soit on est cohérent et on ne fait pas une politique de double standard et on n'exige pas plus vis-à-vis des États africains qu'on exige de l'Arabie Saoudite et de la Chine, soit tout d'un coup les valeurs sont mises en tête de nos priorités et auquel cas on devient exigeant avec l'Arabie Saoudite et la Chine. Mais parce que sinon les États africains nous disent vous êtes forts avec les faibles avec les forts. Et ils nous le reprochent. À juste titre. À juste titre. Donc il y a des arbitrages à faire. Je pense qu'il y a vraiment un débat qui n'a pas lieu en France depuis de très nombreuses années sur la politique étrangère. On voit bien qu'il n'y a pas de débat en France, il n'y a pas de débat parlementaire sur la politique étrangère. Qu'est-ce qui devrait structurer notre politique étrangère? Ces débats-là n'ont plus lieu en France, ça n'est pas le sujet lors des élections présidentielles, on le voit bien, on ne parle pas de ça. Bon là on en avait parlé un peu parce qu'il y avait la guerre en Ukraine dans le précédent scrutin, mais sinon on n'en parle pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas de document consolidé, produit par l'administration française, par l'État français, qui nous explique ce que sont les grands principes de sa politique étrangère. Et je pense que d'en débattre, ça serait sain, ça permettrait peut-être d'effacer ou de gommer certaines de nos incohérences. C'est vrai que là, on s'attache, nous en tout cas, à la politique africaine, mais de la France vers l'Afrique, mais il n'y a pas effectivement que cela, on pourrait parler de la politique internationale. Je voudrais, pour terminer, te demander comment on peut envisager, après ce qu'on vient de dire, les axes principaux qui donnent une certaine priorité à la France dans son aide. Je ne parle pas de l'aide au développement qui est faite d'État à État, mais il y a eu tellement de gâchis probablement dans les affectations financières qui ont été faites. Il faut peut-être revoir la méthode, mais est-ce que tu penses que la France doit avoir un rôle sain avec tel et tel pays, selon le choix de tel ou tel pays, dans son intérêt général, dans son intérêt personnel et l'intérêt français, d'aller vers des collaborations qui sont quand même axées sur certaines choses? Enfin, comment tu le vois? On ne peut pas être tous azimuts non plus. Non, mais on voit bien d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, le nombre de partenaires pour les pays africains a augmenté. Les pays africains, à juste titre, travaillent avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Inde. Donc la France est un partenaire, parfois privilégié, parfois il ne l'est pas. Donc c'est aussi à nous, la France, de savoir se vendre, de savoir se mettre sur les créneaux où nous avons une vraie valeur ajoutée, qui correspondent à la défense de nos intérêts, également, parce qu'on est quand même aussi chargé de ça. Et je crois surtout ce qu'il faut, c'est abandonner cette position de surplomb que nous avons depuis très longtemps, qui consiste à dire nous savons ce qui est bon pour l'Afrique. Déjà, il faut arrêter d'essentialiser l'Afrique, c'est les Afriques, c'est les États africains. Donc il faut abandonner cette position de surplomb. Nous ne savons pas ce qui est bon pour l'Afrique, mais surtout nous ne sommes pas en charge du bien-être des pays africains. Ce sont les autorités de ces pays-là qui sont en charge. Donc nous devons défendre nos intérêts, nous devons promouvoir nos intérêts et nos valeurs dans le cadre de partenariats. Et je pense que dans les relations avec des États où des autorités seraient un peu problématiques, soit autoritaires, soit peu ou pas légitimes, nous ne devons jamais perdre de vue, et ça je pense que c'est vraiment l'honneur de la France, que de se caler sur les intérêts du peuple, et non pas les intérêts des autorités. C'est-à-dire que le pari à long terme, c'est de choisir les peuples. Et peut-être parfois que ce pari à long terme nous amènera à avoir des relations compliquées avec les autorités en place à court terme. Voilà. Alors c'est ce qui revient d'ailleurs, pour conclure, parce qu'on va être obligé de conclure, même si on ne peut rien conclure, ce sentiment anti-français dont il est question toujours, il est toujours entre les dirigeants, mais il n'est pas avec les peuples.
on le sait très bien. Donc là aussi, il y a des chances de prévaloir que la France, comme les autres pays partenaires, je ne dis pas qu'il n'y a que la France, puisse s'organiser pour favoriser l'économie locale, pour favoriser par des aides partenariales l'entrepreneuriat, notamment des jeunes, avec la démographie qui s'annonce, etc. Je crois que c'est ça l'axe de base qu'il faut vraiment faire entrer dans la tête des dirigeants français d'abord, et qu'ils en prennent conscience, et puis faire passer ce message-là dans les autres dirigeants, ceux qui veulent bien les entendre. Je pense que surtout, il faudra que la France, toutes les élites françaises, qu'elles soient économiques, politiques, administratives, intellectuelles, comprennent bien que l'Afrique est un continent démographiquement jeune, donc ça va très très vite. Si nous loupons le rendez-vous avec les jeunesses africaines, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Parce que les jeunesses africaines vont tellement plus vite que nous. Absolument. Tellement plus vite que nous. Et contrairement à ce que nous pouvons penser, je pense qu'à terme, nous avons plus besoin des jeunesses africaines qu'elles ont besoin de la France. Et elles ont du talent. Et elles ont énormément de talent. De plus en plus de talent. Je suis fasciné par la vitesse à laquelle ça va. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous que nous ne devons pas louper. Pour l'instant, nous ne sommes pas vraiment à la hauteur, mais j'ose espérer que nous le serons assez rapidement. Absolument. Mon cher Laurent, j'étais ravi. Merci, merci. Je sens venir une petite odeur d'huître. Je ne sais pas si je me trompe, mais... En tout cas, on va la suivre. On va la suivre, ouais. On va voir. Merci en tout cas d'avoir été présent ici. Merci Salomé pour ton aide également, comme d'habitude. Et puis je te dis à bientôt à Paris, probablement. Et puis voilà, et puis peut-être à l'Élysée, non, peut-être pas encore. Pas tout de suite, pas tout de suite. Merci Laurent, ciao. Merci. Merci, au revoir à tous.